tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Un référendum sur l'union de la gauche. Jean-Christophe Cambadélis joue son va-tout à 3 mois des régionales. Des élections qui s'annoncent compliquées pour le Parti socialiste, faute d'accord avec ses partenaires. Le statut des fonctionnaires, un statut à vie jugé inadéquat par Emmanuel Macron. Le ministre de l'économie, ce week-end, reviendra sur la polémique suscitée par ses propos dans notre débat. Coup d'envoi cette semaine des journées parlementaires avec l'UDI. Eh bien, ce sont les centristes qui ont ouvert le bal. Nous serons en duplex avec François Zocchetto, président du groupe UDI-UC au Sénat, dans un instant. L'idée n'a pas séduit les écologistes et encore moins le Front de gauche. Le référendum sur l'union de la gauche proposé par Jean-Christophe Cambadélis à 3 mois des régionales a été fortement critiqué et rejeté par les partenaires de la majorité. Jérôme Bonnard. Samedi soir, l'annonce surprise d'une consultation citoyenne sur l'unité de la gauche au régional avait des allures de SOS. Aidez-nous à réaliser l'unité parce que celle-ci est nécessaire face au bloc réactionnaire qui se constitue entre le Front National et le Parti républicain. Oui ou non à l'unité des partis de gauche au régional. Le référendum proposé par Jean-Christophe Cambadélis est loin de faire l'unanimité. Chez les communistes, le Front de gauche et les écologistes, en rupture avec la politique actuelle du gouvernement, il est hors de question de s'associer aux socialistes dans les perspectives des élections régionales. Pour les Verts, le constat est irréversible. C'est pas comme ça qu'on fait de la politique, ça c'est un petit coup partisan, fébrile. On a discuté, on n'a pas le même projet. Donc aller devant les électeurs pour défendre un projet alors qu'on ne le partage pas, ça fait plutôt monter l'abstention. Moi je rêve juste d'une chose, c'est de pouvoir présenter le projet écologiste aux électeurs et qu'ils tranchent. À moins de 3 mois des régionales où le PS est en mauvaise posture, les alliés fidèles se font de plus en plus rares. Parmi eux, les radicaux de gauche, présents hier à Montpellier où ils tenaient leur 100e congrès, Manuel Valls a exhorté ses alliés à une unité seule, capable, selon le Premier ministre, d'éviter une nouvelle déconvenue électorale. Emmanuel Valls, le Premier ministre, a déclaré devant les députés socialistes qui étaient réunis cet après-midi pour un séminaire de rentrée. Eh bien, il a rappelé à l'Assemblée nationale la constance de sa politique. On l'écoute. Le cap, il est bien maintenu sur le pacte de responsabilité et de solidarité, parce qu'il faut de la visibilité, il faut de la constance et il faut de la cohérence. Vous savez, la constance, c'est une qualité essentielle. Et c'est cette constance, cette cohérence, ce devoir de vérité qu'il faut maintenir. Parce que c'est comme cela qu'on est compris, qu'on est sérieux, qu'on obtient des résultats et qu'on redonne de la crédibilité à la parole publique. Et pour en savoir plus sur ce référendum sur l'union de la gauche, l'interview de Jean-Vincent Placé, le président du groupe écologiste du Sénat, c'est à lire sur notre site internet publicsénat.fr. Je vous le disais en titre, les parlementaires centristes étaient réunis aujourd'hui à Paris. On va tout de suite retrouver en direct François Zocchetto, président du groupe UDI-UC du Sénat. Bonsoir François Zocchetto. Alors on le sent, une certaine fébrilité des partis à l'approche des élections régionales. Les Républicains en course pour les primaires. Le Parti socialiste, on le voit, qui a du mal à s'accorder avec ses partenaires à l'approche de ce scrutin. Qu'est-ce que cela vous inspire, cette dispersion au sein des partis ? Moi, je dirais que chez nous, c'est très différent parce que notre journée était placée sous le signe de l'unité et du travail serein. Donc ces journées parlementaires sont faites pour faire le bilan de notre travail au Sénat, à l'Assemblée nationale et au Parlement européen et pour lancer les grandes lignes d'action pour l'année qui vient. Donc il y a un contraste, c'est vrai, entre certains mouvements politiques qui paraissent très agités, notamment le Parti socialiste ou les écologistes, et puis les centristes qui ont, semble-t-il, trouvé la voie de la sérénité. Il n'y a pas de division chez les centristes sur la stratégie à adopter avant les élections régionales, François Zocchetto ? Vous savez, si vous voulez parler des primaires, eh bien, je vais vous répondre que ça n'a pas été le sujet de la journée. Nous préparons notre programme législatif pour les mois qui viennent. Nous nous accordons avec nos amis de l'Assemblée nationale, nos amis centristes. Et puis, ce que nous avons en ligne de mire, d'un point de vue électoral, ce sont les élections régionales.
Il y a un temps pour tout. Fin 2015, ce sont les élections régionales. 2016, ce sera le temps des primaires. S'agissant de nos travaux législatifs, ils étaient orientés autour de 2 thèmes. Tout d'abord, le réchauffement climatique, avec toutes les conséquences que cela peut avoir, surtout en termes de mouvement de population. Et donc, on a parlé des futurs exilés, des futurs réfugiés climatiques. Et puis l'autre thème, c'était celui de l'école qui nous tient très à cœur, en particulier le sort qui est réservé par le gouvernement à l'école primaire et qui nous paraît très inquiétant. Alors justement, comment les centristes entendent peser dans le débat parlementaire et la session qui s'annonce, et notamment les discussions financières de l'automne? Eh bien, au Sénat, la situation est assez simple depuis quelques mois, puisque nous participons à une majorité qui est solide depuis 1 an, depuis l'élection de Gérard Larcher. Vous avez pu constater que l'apport des sénateurs, mais en particulier des centristes, a été important. Nous avons discuté les textes, comme la loi Macron, nous avons fait des propositions. Pour la loi NOTRe, c'était la même chose. Le plus souvent, le gouvernement ne nous a pas écoutés. Nous pensons qu'il a tort, mais nous sommes dans une opposition constructive et nous avons bien l'intention de continuer. Nous allons aussi utiliser notre majorité sénatoriale dans les mois qui viennent et jusqu'au début 2017 pour déposer des propositions de loi sur des thèmes qui prépareront l'alternance de 2017. Nous espérons que ces textes sur des sujets fondamentaux seront votés au Sénat et qu'ainsi il ne restera plus qu'à les voter à l'Assemblée nationale juste après l'alternance que nous appelons de nos vœux. Par exemple, sur quel thème des propositions de loi vont être déposées qui pourraient préparer l'alternance? Sur la crise agricole. Eh bien, par exemple, sur la crise agricole, sur le droit du travail, bien évidemment, sur la fiscalité des entreprises. Voilà, nous n'allons pas nous disperser. Nous retenons 3 ou 4 thèmes simplement, et c'est sur ces thèmes que, autour de la majorité sénatoriale, nous allons faire avancer les idées. Ce sera aussi l'occasion pour les Français, en 2017, de voir ce que nous voulons faire, puisque ces idées auront déjà été traduites en texte législatif au Sénat. Préparer l'alternance, c'est compatible avec cette notion d'opposition constructive chère au président du Sénat et que vous-même, vous avez évoquée à l'instant? Bien sûr, du reste, nous entendons de temps en temps des membres du gouvernement, et non des moindres, qui s'expriment, que ce soit au Sénat ou dans les médias, sur des idées qui sont très proches des nôtres. Le hiatus, il est au sein du gouvernement, avec certains qui disent une chose qui nous convient très bien et d'autres qui disent « stop, il ne faut surtout pas le faire ». Donc dans cette cacophonie gouvernementale, eh bien, nous voulons avancer pour préparer l'alternance et faire revenir la croissance le plus vite possible. Merci beaucoup François Zocchetto d'avoir été en direct avec nous dans ce journal. Angela Merkel et François Hollande ensemble devant le Parlement européen. L'intervention aura lieu le 7 octobre, une première pour le couple franco-allemand. Depuis François Mitterrand et Helmut Kohl, c'était en 1989. François Hollande qui a reçu aujourd'hui à l'Elysée Martin Schulz, le président du Parlement européen. Ce dernier appelle à une plus grande solidarité envers les réfugiés. On l'écoute. Sans aucun doute, le Conseil de mercredi doit mobiliser le maximum de l'argent pour aider la Jordanie, le Liban et la Turquie, parce que dans les camps des réfugiés là-bas, on n'a plus l'argent pour accompagner les gens. C'était 7 milliards d'euros, donc on a payé jusqu'aujourd'hui seulement 2,5 milliards. Donc l'Union européenne, les États-Unis, les pays de Golfe, ce sont ceux qui ont s'est porté responsable pour contribuer. Il faut qu'ils déclenchent les sommes nécessaires pour aider les gens sur place. Et cette proposition de François Hollande, qui a également fait couler beaucoup d'encre ce week-end, l'ancien Premier ministre appelle à faire sauter le tabou des statistiques ethniques qui empêchent selon lui de connaître la réalité du peuplement de la France. Jennifer Semé. C'est la loi informatique et liberté de 1978 qui interdit la collecte de données à caractère ethnique. Une interdiction confirmée par le Conseil constitutionnel en 2007. La France fait presque figure d'exception en Europe où certains pays n'hésitent pas à sonder leurs citoyens sur leur appartenance ethnique. C'est le cas notamment en Angleterre où 5 catégories comme blanc métis ou encore anglais noir sont proposées dans le recensement. Pas de débat non plus aux Pays-Bas et en Grèce, où les relevés sur l'origine nationale sont autorisés. En France, avant François Fillon, ces statistiques avaient été réclamées en 2009 par Nicolas Sarkozy et Manuel Valls.
2 commissions parlementaires avaient alors été créées, comme le rappelle le démographe Hervé Lebras. Les 2 commissions ont rendu des rapports qui sont circonstanciés et qui, pour l'ensemble, recommandent de ne pas faire de statistiques ethniques au niveau des recensements, de les permettre au niveau des études de chercheurs et qui divergent simplement sur la possibilité d'en faire sur des grandes enquêtes type INSEE. En début d'année, la sénatrice écologiste Esther Benbassa et son collègue les Républicains Jean-René Lecerf prônent une réforme des formulaires de recensement, incluant le lieu de naissance et la nationalité antérieure. Une mesure pour lutter contre les discriminations territoriales et sociales qui, pour l'heure, est restée lettre morte. Voilà, et vous l'aurez compris, il s'agissait d'une proposition de François Fillon. Plusieurs centaines de chibanistes marocains embauchés par la SNCF dans les années 70 ont obtenu gain de cause. La compagnie ferroviaire a été condamnée pour discrimination et pourrait leur devoir 150 millions d'euros. Après 10 ans de procédure, ces cheminots de nationalité ou d'origine marocaine qui s'estimaient lésés dans leur carrière et leur retraite ont obtenu satisfaction devant le Conseil des prud'hommes de Paris. La plupart étaient contractuels et ne bénéficiaient pas du statut particulier des cheminots français. Les premiers effets de la loi Macron sur la libéralisation du secteur des autocars, 700 emplois ont été créés et plus de 70 villes sont désormais desservies en France, selon Emmanuel Macron. En visite à l'usine Iveco d'Annonay en Ardèche, dernier site de production français d'autocars, le ministre de l'économie a estimé que 250 000 passagers ont déjà été transportés contre 110 000 en 2014. Le ministre de l'économie, au cœur d'une nouvelle polémique, après ses propos sur le statut des fonctionnaires. On en parle tout de suite dans notre débat. Après ses critiques sur les 35 heures fin août, c'est sur le statut des fonctionnaires que le ministre de l'économie a provoqué la polémique, contraignant François Hollande à remettre les points sur les i et à rappeler son attachement au statut des fonctionnaires. Louis Sibyl. Infirmières, enseignants, policiers, la France compte aujourd'hui 5,4 millions de fonctionnaires dans les services de l'État et des collectivités locales. Un statut bien particulier avec notamment une règle, l'emploi à vie. Pour les syndicats, ce statut est la garantie de neutralité du service public. Le statut, c'est à la fois protecteur pour le fonctionnaire, ça lui évite de subir des pressions politiques à chaque changement de gouvernance, mais c'est aussi très protecteur pour l'usager, car ça permet à l'usager d'avoir, quelles que soient ses origines, quel que soit son pouvoir d'achat ou ses moyens, le même service rendu. Cette garantie de l'emploi concerne 83% des fonctionnaires. Une règle qui a donc des exceptions. 17% sont aujourd'hui sous contrat privé, en CDD ou CDI. Pour cette fondation libérale, il faut inverser la tendance. Il y a plein de missions de service public qui sont rendues aujourd'hui par des personnes qui sont contractuelles de droit privé et pour autant, ça fonctionne. Une infirmière qui travaille dans une clinique privée, elle fait quoi? Un travail de service public, d'intérêt général. Et pour autant, elle n'est pas moins au service des patients que va l'être une infirmière statutaire dans un hôpital public. Dans de nombreux pays européens, l'immense majorité des agents sont passés sous contrat privé. En Suisse, un référendum de 2002 a même totalement supprimé le statut des fonctionnaires. Et on ouvre le débat de ce 24h Sénat avec nos invités ce soir sur ce plateau. Corinne Narassiguin, bonsoir. Vous êtes le porte-parole du Parti Socialiste. Merci d'être avec nous. Face à vous, Philippe Dominati, bonsoir. Sénateur Les Républicains de Paris. Vous êtes membre de la Commission des Finances ici au Sénat. Alors tout ce week-end, c'est cette polémique lancée par les propos attribués au ministre de l'Économie, Emmanuel Macron, qui a dit que le statut de fonctionnaire n'est plus justifiable. Est-ce que c'est la fin d'un tabou à gauche, Corinne Narassiguin ? Le président a clos la polémique très rapidement en disant son attachement au statut de la fonction publique. Au Parti Socialiste, il n'y a pas de débat sur cette question. Il est hors de question de remettre en cause le statut des fonctionnaires. Je crois que nous avons entrepris une réforme de l'État qui est profonde, qui vise à moderniser l'État, à le simplifier, à le rendre plus efficace.
Et dans ce cadre-là, ce qu'on doit faire, c'est revaloriser au contraire la fonction des agents publics et notamment traiter de la question de leur gestion de carrière plus intelligente, plus efficace, qui prend mieux en compte l'utilité première qui est de rendre un service public et aussi de regarder la question des traitements dans la fonction publique qui ne doit pas se limiter à la question du dégel du point d'indice. Quelle analyse faites-vous de ces propos d'Emmanuel Macron? C'est un ballon d'essai qu'il a lancé comme ça, le ministre de l'économie? Non, je vois d'abord qu'il y a quand même au sein de la majorité présidentielle beaucoup de dysfonctionnements et on semble une paralysie du pouvoir qui est impossible d'entamer avec une quelconque réforme que ce soit, parce que les propos du ministre ont été très modérés en réalité. Il n'y a pas de vraie polémique. Deuxièmement, c'est pas la première fois que cela arrive. Il avait déclamé sur les 35 heures, il avait déclamé au cours d'une visite dans une entreprise privée un certain nombre de choses, et il déclame, ça fait des bulles de savon, et puis ça explose, il ne se passe plus rien. Ça crée une polémique au Parti socialiste, mais malheureusement, ça ne fait pas avancer le pays. La réalité, c'est qu'en France, le nombre de fonctionnaires réaugmente depuis 2012. Nous sommes un pays où la part des agents de l'État, c'est la part la plus importante dans le secteur d'activité. Et ça, c'est une réalité. Je dirais simplement qu'il y avait un ministre, il y a 20 ans, qui avait émis des critiques, ministre des Finances, Alain Madelin, et il avait quitté le gouvernement. Il avait été en cohérence avec ses propos. Là, ça fait la troisième fois que monsieur... Alors, on va faire réagir Corinne Narassiguin, ça fait et la après troisième on fois reviendra à notre débat sur le statut des fonctionnaires. Et il ne se passe rien. Oui, il faut qu'il démissionne, Emmanuel Macron. Je crois que Emmanuel Macron a peut-être encore besoin d'apprendre que pour certains journalistes, le off n'existe plus. Donc c'est malheureux, c'est effectivement une erreur de sa part, mais je pense qu'il a lui-même été très clair sur le fait immédiatement après. Il a clarifié sur le fait que déjà, il n'avait jamais voulu remettre en cause, stigmatiser ceux et celles qui servent le public, qui font fonctionner le service public, et que par ailleurs, il n'y a jamais eu de proposition du gouvernement dans ce sens. Et donc Emmanuel Macron, on le voit actuellement, on a les premières retombées en un mois sur la libéralisation des autocars. Quand il s'agit de faire son travail en tant que ministre, c'est-à-dire d'appliquer la politique qui a été décidée par le président de la République, il le fait très bien. Donc il n'y a pas de question. Et pourtant, on l'a entendu dans le reportage, est-ce qu'il ne faudrait pas une fonction publique peut-être plus contractuelle, moins statutaire, pour plus de souplesse, Corinne Narassiguin? Je pense que la polémique est close, mais le débat reste ouvert. Si cette question doit être mise sur la table, elle doit être mise sur la table avec les organisations syndicales, et que c'est à elles de dire éventuellement ce qu'elles pourraient avoir à proposer. Je pense qu'il faut faire très très attention sur cette question des fonctionnaires, parce que pendant des années, en particulier sous la présidence de Nicolas Sarkozy, on a vu un mépris des fonctionnaires avec cette politique du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux de manière totalement aveugle, sans respect pour ce qu'ils accomplissent, sans aucun respect pour leur utilité réelle au service des Français. Et donc il faut conforter au contraire les fonctionnaires et valoriser ce qu'ils font. Oui. Philippe Dominati, une réaction à ce que vient de dire Corinne Narassiguin sur la RGPP notamment. Il n'y a évidemment aucun mépris pour les fonctionnaires. Un État fort, un État qui fonctionne a besoin de fonctionnaires qui soient bien payés, qui soient compétents, qui aient de l'autorité. Et donc on est tous des défendeurs pour la fonction publique. Le problème, c'est que lorsqu'elle n'a pas de moyens, qu'elle est pléthorique, qu'on crée des emplois mais on ne donne pas de moyens de fonctionnement, comme ça se passe, comme tous les rapports le disent, qu'ils soient nationaux ou internationaux, c'est un constat. Ce que je constate, c'est que le gouvernement, lui, a baissé les bras. On est à moins de 2 ans d'une échéance et en réalité, il n'y a plus de réforme envisageable parce que le soupçon même de penser que l'on va faire quelque chose en tire automatiquement des critiques dans la majorité. On met plus aucune réforme possible avant la fin du quinquennat. Ça, c'est faux. Vous savez très bien qu'il y a des réformes qui sont annoncées sur beaucoup de sujets. Et sur la question de la fonction publique, on a entamé depuis déjà plusieurs mois, même 1 ou 2 années, la réforme de l'État, la réforme territoriale qui aussi, du coup, remet sur la table la question du fonctionnement des fonctionnaires au niveau des collectivités territoriales pour trouver plus d'efficacité dans l'État, parce qu'il faut faire des économies, nous le savons, et nous le faisons, nous, de façon modérée par rapport à ce que propose la pléthore de candidats à la primaire chez les Républicains, où on veut couper dans les dépenses publiques de 100 milliards à 150 milliards. Donc, exactement, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la qualité du service public et
sur les fonctionnaires eux-mêmes, on se le demande parce qu'ils ne l'ont toujours pas dit. Nous réformons de manière intelligente. Nous cherchons les simplifications, nous voulons éviter les doublons, bien entendu, mais ça doit se faire en concertation, toujours avec les organisations syndicales. Oui, pourtant il y a eu ce rapport des comptes. Il y a peu encore, sur les fonctionnaires, leur nombre, leur statut. Est-ce que ça n'appelle pas à la gauche à réformer ? Il y a eu des réductions là où il y a du sens, là où on peut fonctionner de manière plus efficace avec des fonctionnaires qui effectivement ne sont pas remplacés. Mais nous le faisons de manière ciblée et intelligente, alors que dans d'autres endroits, comme l'éducation nationale, la sécurité, la justice, là où il y a vraiment des besoins, il y a eu effectivement des embauches. Donc pour nous, ce qui compte, c'est l'efficacité de l'action de l'État au service des citoyens. Oui, cette efficacité, elle est bien tributaire d'un statut particulier des fonctionnaires, selon vous ? Non, cela pourrait être aménagé en fonction je dirais, des ministères, les ministères régaliens, où effectivement les fonctionnaires peuvent avoir un statut très protégé, et d'autres ministères où effectivement la vision contractuelle pourrait être développée. Mais il n'y a pas de réduction. Je voudrais d'abord m'insurger contre le mot que vous dites, puisque la seule réduction de nombre de fonctionnaires a eu lieu depuis 30 ans au cours des années 2010, 2011 et 2012. Il y a eu une augmentation en 2013 de 1,5% du nombre de fonctionnaires. Les régions qui, à l'exception de la région Alsace, sont toutes socialistes, ont vu, par exemple, leur administration régionale totalement exploser dans les budgets de fonctionnement. Donc il n'y a pas de réduction. Être pour la fonction publique, c'est être pour une fonction publique efficace et performante. Et la performance, c'est la qualité. Et c'est effectivement peut-être un nombre plus réduit, mais mieux payé et avec plus de moyens. Oui. Les régions de gauche sont-elles trop gourmandes en fonctionnaires ? Il y a des régions, il y a des collectivités locales où on a vu des dépenses de fonctionnement exploser, c'est vrai, et c'est pour cela que le président, et on a vu avec les manifestations ce week-end aussi, que le président a demandé à ce que toutes les collectivités locales participent à l'effort national et fassent des efforts sur leurs dépenses publiques, donc de mieux organiser le fonctionnement de l'État pour pouvoir se concentrer sur les dépenses utiles, c'est-à-dire les dépenses d'investissement et les dépenses de services directs à nos concitoyens. Et donc, je pense qu'il y a des choses à regarder, mais ça s'est fait aussi là, de manière intelligente et concertée dans le cadre de la réforme territoriale. Philippe Dominati, on l'a également entendu dans le reportage de Louis Sibyl sur l'exemple cité par Agnès Verdier-Molnier sur les infirmières. C'est vrai que ce n'est pas forcément une garantie de qualité du service public, le statut de fonctionnaire. Oui, et puis il y a beaucoup d'emplois où la contractualisation peut être très bien. Vous signalez l'éducation nationale. Au dernier rapport du budget de l'éducation nationale, nous savons qu'il y a 3000 professeurs d'allemand titularisés, alors qu'il n'y a plus d'élèves d'allemand, par exemple. Alors, ces 3000 professeurs, jusqu'à la fin de leur carrière, seront titularisés. Ils ne veulent pas d'autres affectations. Effectivement, là où il y a un enseignement privé, ça ne se passe pas comme ça. Oui. L'État ne paye pas à vie, par exemple, 3000 professeurs d'allemand. Il y a des domaines, en particulier sur l'éducation nationale et la santé, où il est très important d'avoir une fonction publique forte. Après, qu'on puisse avoir des discussions sur l'affectation, sur les orientations de carrière au sein de la fonction publique, sur aussi la promotion de certaines, vous disiez certaines activités, par exemple l'allemand, et je crois qu'on a besoin de nouveau de faire du travail sur la promotion des classes d'allemand, ça c'est une autre question. Mais je pense qu'il ne faut pas, il y a des secteurs comme cela où il est hors de question de remettre en cause le statut des fonctionnaires parce que c'est la question de services régaliens de l'État. Ouais. Mais un emploi à vie dans le monde aujourd'hui, est-ce que c'est encore envisageable? Mais je crois que les fonctionnaires le savent eux-mêmes. C'est vrai que il y a une disparité entre la sécurité de l'emploi dans la fonction publique par rapport au privé. C'est pour ça que dans le domaine privé, on s'attelle à d'autres choses comme la sécurisation des parcours professionnels. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire avec le compte d'activité. Mais ceci étant, les fonctionnaires sont là parce qu'ils sont là pour être loyaux à l'État. Et donc, cette loyauté, elle demande aussi des compensations. C'est vrai que même s'ils ont des garanties par ailleurs sur effectivement la sécurité de leur emploi ou sur certains avantages comme les retraites, à côté de cela, ils ne sont pas rémunérés, par exemple, au niveau où on est dans le privé. Philippe Dominati, serait-il la rémunération des fonctionnaires
Ils ont un emploi à vie, mais ils n'ont pas les salaires du privé. Nous avons bien vu qu'en Europe, nous étions une exception. Et parmi nos voisins, sans aller beaucoup plus loin, on est une exception. Il y a un homme de gauche en Italie, un pays quand même très voisin et où effectivement on pense qu'ils ne sont pas toujours très efficaces, je dirais, dans un certain nombre de choses. Romano Prodi qui avait dit, il y a les 5 ministères régaliens, défense nationale, affaires étrangères, police, justice, prélèvement de l'impôt. Ça, ce sont les missions régaliennes d'un État. Il y a un statut de la fonction publique. Pour les autres ministères, il n'est pas nécessaire puisque très souvent le privé vous donne un service équivalent, parfois aussi performant que d'être fonctionnaire. Deuxièmement, la moitié des fonctionnaires sont au service de l'État, mais il y en a plus d'1 million, 1,1 million, je crois, qui sont dans les collectivités territoriales. Alors, il existe déjà des contractuels dans la fonction publique. Il y en a beaucoup, qu'on puisse discuter de l'amélioration de ces conditions. En Europe, se souligne Philippe Dominati. Mais qu'on puisse discuter de l'amélioration des conditions sur les missions qui sont sur des contrats, pourquoi pas? Je pense que ça doit faire partie aussi de la discussion sur l'efficacité de l'État. Mais il faut faire attention à ne pas remettre en cause globalement la fonction publique. Est-ce qu'on pourrait s'entendre sur un statut européen du fonctionnaire? Est-ce que ça peut être une idée, Corinne Narassiguin? Non, moi je pense qu'il y a des choses qui relèvent clairement de la souveraineté de chaque État. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut beaucoup mieux faire au niveau européen. Moi je suis fédéraliste. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut beaucoup mieux faire au niveau européen. Mais là, sur des sujets comme celui-là, je pense il peut y avoir des institutions où il y a du fonctionnariat européen au service de l'Europe en général, mais sur des sujets qui relèvent clairement de chaque État, je pense que c'est important qu'on garde une fonction publique nationale. Oui. Philippe Dominati, un mot sur un statut européen, c'est quelque chose d'envisageable selon vous pour les fonctionnaires? Il peut y avoir des disparités. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir ce qui fonctionne bien chez les autres et chez nos voisins et de dire on reste figé sur un statut qui date de près de 50 ans et on ne touche à rien. Et dès qu'un ministre fait une simple remarque dans un dîner privé, ça devient immédiatement une polémique. Franchement, effectivement, on doit évoluer avec notre société. Et la vie toujours cette image d'intouchable, finalement, les fonctionnaires aussi. Est-ce que ça pose problème? Je crois que malheureusement, c'est une image qui vient du mépris dont qu'ils ont dû essuyer pendant des années sous Nicolas Sarkozy. Et ça, c'est très dommageable parce que les fonctionnaires ont un rôle très important à jouer dans le bon fonctionnement du service public en France. Philippe Dominati, rapidement, un mot Je aussi crois sur que les fonctionnaires. le mépris, c'est lorsqu'on ne s'occupe pas d'eux et de l'évolution. C'est surtout ça. C'est le pouvoir actuel qui a fait beaucoup de promesses, je dirais, vis-à-vis d'un certain nombre de catégories et qu'on voit pertinemment que finalement, il ne se passe rien et aucune réforme. Il y a actuellement des négociations en cours avec les organisations syndicales sur cette question du fonctionnement. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été les invités de ce débat. Avant de refermer cette édition, retour sur les journées du patrimoine. Pendant 2 jours, le Sénat a ouvert ses portes au public et la Haute Assemblée a connu une forte affluence avec près de 19 500 visiteurs. L'occasion aussi pour les téléspectateurs de Public Sénat de visiter notre studio. Géraldine Bavoileau. Une chaîne de télévision, un studio niché dans les sous-sols du Palais du Luxembourg. Les visiteurs se sont bousculés pour découvrir les coulisses. C'est toujours intéressant et puis ça a un côté un petit peu impressionnant. Au programme, une présentation de la chaîne, puis s'essayer au travail de présentateur. C'est un peu le but de ma visite, en fait, c'est se mettre à la place des présentateurs, d'être à la place du journaliste, en fait. L'exercice, par contre, est difficile entre jongler le prompteur, l'oreillette et le micro. Et jouer avec les invités, c'est un petit peu délicat. C'est un exercice très technique. L'occasion de mieux connaître Public Sénat et son fonctionnement en pleine session parlementaire très dense. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 22h, Sonia Mabrouk et ses invités. Très bonne soirée. À demain.